Bonjour. Bonjour à vous. Caril Ferré, Corentin Rouge, vous êtes les auteurs de... Alors, c'est Highlander ou Islander, du coup, en termes de prononciation? Islander, plutôt. Ah ouais, c'est vraiment Islander, parce que... Oui, bien sûr. Ben, en fait, l'Islande. dans le doute, je me suis dit, est-ce qu'il y a une prononciation à l'anglaise On fait comme on veut, je pense. Hein. On fait comme on veut? Ok, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, je vous reçois en cette matinée. Comment ça se passe? C'est le dernier jour du festival d'Angoulême. Comment ça s'est passé pour vous, ce festival? Comme tout le monde, on a beaucoup bu, en fait. Donc, c'est le dimanche, on est un peu crevé, quoi. De toute façon, vous ne voyez pas l'équipe, mais tout le monde est complètement rincé. Ah oui, là, je pense que tout le monde est rincé. Et puis, preuve en est, mon introduction de live, c'était aussi... j'avais le masque de Hubert, le cochon noir d'Embrume. Je pense que là, il y a tout le monde qui est dans un rêve lucide également, oui. Corentin Rouge, comment ça se passe, le festival? Comment ça s'est passé? Ça va très bien. Ça tire un peu, mais ça va. Ouais, fatigué. Vous êtes habitué du festival? Vous venez tous les ans? Non, moi, pas tous les ans, mais j'en ai fait pas mal. Donc, c'est toujours éprouvant les derniers jours, mais c'est sympa aussi, c'est amusant. En fait, c'est quand même Corentin qui bosse. Moi, je suis comme scénariste, moi, je le signe aux euros. Mais lui, il fait des dessins et tout, donc c'est plus attrayant pour lui, quand même. La charge quand même mentale, la foule, etc. Bon, voilà, c'est pas qu'une histoire de dédicace, au final, la fatigue du festival d'Angoulême, je trouve. Donc oui, vous êtes tous les deux auteurs de Islander, Corentin au dessin et Caril Ferré donc, au scénario. Comment est-ce que Islander, de quoi ça parle? C'était un renversement de perspective. L'idée, c'était que ce soit nous, les migrants. Et donc c'est les Européens qui migrent, les catastrophes climatiques. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe en Europe et dans le monde, mais en tout cas, on voit que ça ne va pas fort. Et l'idée, du coup, tout le monde part, se retrouve au port du Havre pour essayer de fuir les catastrophes. Et il n'y a plus que l'Écosse, voire l'Islande, qui peut accueillir les gens. Et c'est la foire d'empoigne pour réussir à partir. Mais en fait, l'idée, c'était que la crise migratoire, si c'est nous, les Blancs, entre guillemets, ou Européens qui sont les victimes, du coup, on retrouve de l'empathie. Donc, en fait, c'était un effet miroir par rapport à la crise migratoire qui est en Afrique et ailleurs. Justement, et c'est l'une de mes questions qui arrivera plus tard, parce que c'est quand même un sujet intéressant d'avoir traité ça du point de vue très occidentalo-centré cette fois-ci. Caril Ferré, tu as principalement écrit des romans. Pourquoi cette fois-ci tu t'es tourné vers la bande dessinée, un médium un petit peu différent? Moi j'écris tout, c'est vrai que le roman c'est ce que ça me prend vraiment le plus de temps. Et tout m'intéresse, j'écris des films aussi, pour le cinéma, pour les séries, etc. Et la BD, j'aime la BD depuis toujours en fait, quoi. Mais ce qui est difficile c'est de trouver la bonne personne. Le dessinateur, la dessinatrice qui va vouloir collaborer avec toi, ce que l'histoire va coller, etc. Et j'ai découvert Corentin avec Rio, sa série que je trouvais magnifique, et coup de chance, il était libre, parce que souvent, en fait, les dessinateurs, ils sont pris pendant 3 ans, 5 ans, souvent il faut 1 an ou 2 pour faire une BD, enfin, la dessiner en tout cas. Donc souvent, les gens, ils ont des projets sur 5 ans, donc quand tu rencontres quelqu'un qui dit viens me revoir dans 5 ans, c'est un peu mort, quoi. Oui, c'est clair que c'est un délai qui est très important. Et justement, tous les deux, donc comment vous avez fait votre prise de contact? Je sais que vous avez travaillé ensemble sur Sangoma, les damnés de Cape Town. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Oui, moi j'avais découvert ces romans avant ça, et j'avais envie de voir ses histoires et son univers avec mon dessin. Je trouvais qu'il y avait artistiquement, il y avait des terrains qui pouvaient se rejoindre. Et donc je l'ai contacté via l'éditeur, et je lui ai proposé de faire un polar en Afrique du Sud. Ça, c'était notre première collaboration. Et on s'est tellement bien entendu qu'on a voulu continuer. Et cette fois-ci sur un projet encore plus grand, parce que ça devra être 3 albums, Islander. Là, c'est le premier tome, mais donc un engagement pour plusieurs années. Bien sûr. Et alors, toi, Caril Ferré, tu as tout de suite imaginé Corentin Rouge au dessin? Tu t'es directement projeté comme ça? C'est le type de dessin qui correspond à mes histoires. Et moi j'ai grandi avec Blueberry, et j'ai retrouvé tout de suite, puis en plus qu'on a discuté, moi je suis pas un grand spécialiste de la BD, mais tout de suite il m'a dit oui évidemment, Corentin a grandi avec lui aussi, et avec Mébus, enfin tout ce qu'il faisait. Donc et puis il a un dessin qui est très cinématographique, sa mise en scène elle est hyper dynamique,
Et enfin, moi, ça colle tout à fait à mes histoires où on s'ennuie pas trop. Enfin, tu vois, mes héros, ils gobent pas les mouches pendant 3 heures, quoi. Ils sont plutôt directement dans le. Ah non, il y a beaucoup d'actions et on est très rapidement dans le vif du sujet. Hein. Même au début, on est directement dans le cœur du sujet. Ouais, ça commence un peu sous les chapeaux de roue, mais en fait, c'est un peu comme dans les romans. Moi, j'aime pas trop les romans où il faut. Ah bah tiens, lis les 30 premières pages, puis tu verras après, c'est bien. Enfin, tu vois, faut se mettre dedans et tout. Il y a tellement de choses à lire, tellement de choses à voir que c'est comme au cinéma. Hein. Si c'est la deuxième heure qui est bien, bon, mais c'est fou, je suis tellement d'accord avec toi parce que justement le nombre de fois où on m'a dit mais non, mais t'inquiète, regarde, souvent c'est avec les animés parce qu'il y a énormément d'épisodes et on me dit mais au bout de tel épisode ou au bout de tant de temps tu vas voir, c'est bien. Ah ouais, mais c'est bon, j'ai pas le temps moi, on a tellement de choses à lire, tellement de choses à voir, donc j'ai apprécié le fait que dès le début on est dans l'action et puis même ce flou autour de ce qui se passe, est-ce que finalement c'est parce que c'est pas important cette catastrophe, on sait qu'il se passe des choses et du coup c'est pour ça qu'il y a ces vagues de migration, mais le focus il est pas fait là-dessus et c'était volontaire? Ouais, c'était volontaire parce que ce projet ça fait longtemps qu'on le porte, hein. Le scénario je l'ai écrit il y a plus de 3 ans, il fallait avoir un thème qui était assez long et c'était déjà le cas à l'époque, c'est encore plus le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas demain. Tout ce qui est pandémie, crise, planète, etc. Enfin, ça a été fait et c'est fait. Bon, c'est pas ça le sujet, quoi. Le sujet, c'est vraiment c'est nous, humains, qui migrons, quoi. Bah, j'aime bien le fait que ça soit direct dans l'action et qu'on traite d'un sujet en particulier sans se soucier du reste. J'ai vu aussi que tu avais un grand goût pour le voyage et ça se ressent dans ce travail au final où il y a beaucoup de voyages, même si c'est un voyage un petit peu forcé, c'est pas un voyage touristique, ça c'est sûr. D'où ça vient cette passion et la volonté de le retranscrire en images, en récit du coup, en bande dessinée et en roman aussi? Moi j'étais un peu scolaire, les études, tout ça, l'autorité, c'est pas des choses qui m'allaient très bien. Donc mes études, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans en fait, et ça a été, je dis que ça a été mes études parce que c'est là où j'ai appris la vie, on va dire, quoi. Et comme j'écrivais déjà, alors très mal évidemment, je lui ai dit écrire et voyager, ça va être ta vie, quoi. Donc j'ai une vie hyper dure. Je voyage, j'écris. C'est hyper angoissant. Ouais, je comprends. Hein. Franchement, je me projette beaucoup, c'est pas terrible. Hein. Après, il y a des gens, ils sont bien chez eux et tout, et voilà, c'est comme ça en fait, quoi. Oui, franchement, il y a des profils, ça dépend, il y a des profils plus casaniers que d'autres, mais c'est impressionnant du coup. Je sais que vous avez fait le voyage jusqu'en Islande, Corentin Rouge, vous étiez tous les deux. Ouais. C'était comment? Raconte-nous un petit peu. On est parti en avril parce qu'on voulait avoir quand même des paysages neigeux parce que moi j'y suis allé essentiellement pour faire des photos, faire de la documentation. Comme c'est un récit très réaliste et que j'aime bien quand je voyage ou que je traite d'un sujet dans un pays, je me dis toujours il faut que les autochtones, les gens qui habitent là, y croient ou s'ils aient à le lire, ils s'y retrouvent complètement. Donc c'est très, très reconstitué. Et donc on a fait le tour de l'île pendant presque 2 semaines. Ah ouais, mais je pense qu'il faut au moins ça, de toute façon. Ouais. Alors comme c'était l'hiver, tout le centre de l'île était inaccessible. Donc on n'a pas fait forcément ce qui était très touristique. Donc on a fait le tour. C'est inaccessible parce que c'est gelé, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que les routes que les gens font en général l'été sont ouvertes. Là, ça ne l'était pas. Et il faisait très très froid, mais on a eu plein d'idées là-bas. Caril avait déjà écrit tout le scénario. On a maturé l'histoire, on a eu de nouvelles idées et je suis revenu avec 7000 photos. Et c'est sûr que ça doit être hyper important en fait de s'immerger comme ça et de savoir de quoi on parle et où on va aussi, forcément, vu qu'on part en Islande dans cette bande dessinée. Et comment toi tu as procédé donc avec les photos pour retranscrire les paysages et ensuite à la maison tu as travaillé ou sur place, est-ce que tu faisais des dessins? Non, je fais pas de dessin sur place, j'essaye de rester connecté avec l'endroit où je suis. La photo c'est le plus pratique, je fais plein de photos, mais c'est vrai qu'après c'est un peu comme les peintres, les orientalistes qui allaient faire des repérages, des aquarelles, et puis après ils rentraient à Paris et puis, ou en atelier, ils retravaillaient ce qu'ils avaient pu, leur prise de notes. Et mes photos, c'est un peu mes prises de notes. Et après, je reconstitue toute l'histoire. Et tu avais déjà fait ça? C'était une méthode de travail que tu appliquais? Oui, j'avais fait ça pour notre précédent, Sangoma, en Afrique du Sud, au Cap. Donc j'avais fait ça. Et puis à Rio, au Brésil, pour ma série précédente. Et en général,
on a un peu la même démarche finalement. À chaque fois, j'ai voyagé, même aux États-Unis ou en Angleterre, pour mes albums. Et ensuite, je les réalise dans mon atelier, quoi. Je trouve ça fascinant et super important en fait, parce que je pense que ça se ressent beaucoup à la lecture et que c'est peut-être même inconscient, mais on est beaucoup plus en immersion en fait, tout simplement. La bande dessinée, elle est hyper actuelle. Elle aborde, on l'a un petit peu dit, à la fois des sujets d'immigration, mais aussi de l'environnement. Est-ce que c'est des problématiques qui vous tiennent à tous les deux à cœur, Caril par exemple? Bah oui, enfin bon, moi je suis assez pessimiste sur l'état de la planète et de l'humanité, donc c'était une façon d'en parler aussi. C'est assez cruel, c'est assez désespéré, c'est pas feel good comme BD, quoi. Mais je pense que de toute façon la planète elle est pas en mode feel good avec Trump et compagnie. On sait que déjà ça va pas fort et que ça va être de pire en pire. Mais quand même, ce qui compte, c'est les personnages quand même. Au-delà du dessin, évidemment, quoi. Mais les personnages, eux, ils sont... même si c'est une dystopie, c'est hyper contemporain. Parce qu'en fait, les problématiques qu'il y a, c'est celles d'aujourd'hui. Et il y a aussi une problématique familiale, puisque l'Islande s'est divisée en plusieurs parties. Il y en a qui veulent accueillir des migrants encore, sélectionner, d'autres plus du tout. Et donc, il y a un conflit familial aussi. Donc, en fait, on est pris aussi dans une histoire qui est très... avec des personnages qui ont les enjeux les uns envers les autres. Donc voilà, c'est pas du tout on est très très loin de la SF, quoi. C'est après-demain. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment marqué à l'arrière de la bande dessinée futur proche. Voilà, donc c'est vraiment un futur proche. Ça pourrait très bien être demain. Il y a d'un point de vue anachronisme, etc. C'est vraiment notre époque. Il y a plus de portable. Ah oui, c'est vrai. T'as vu? Maintenant que tu le dis. Tu vois, s'il y avait des portables, je sais pas, que tu as un problème avec... t'appelles, oui, là, elle est obligée d'y aller. Erika, une des personnages, et ça change complètement l'espace. Ouais. En fait, ils ont coupé les réseaux de télécommunications, etc. C'est même pas post-apocalyptique, c'est presque apocalyptique, c'est pendant quoi. C'est vraiment pendant. La vraie apocalypse, c'est quand il n'y a plus de téléphone. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Mais c'était l'apocalypse. Ah ouais, c'est vrai, incroyable. C'est ce qu'on faisait quand on avait rendez-vous avec quelqu'un. On était à l'heure. Mais non. Si, je te jure. Fou. On disait à demain. Non mais oui, évidemment. Donc forcément des sujets qui t'ont tenu à cœur. Est-ce que pour toi aussi c'était le cas, parler de l'environnement, parler de ce futur proche, de cette planète qui va mal? Moi, ce que j'ai aimé, c'est le retournement de la situation, qu'on devienne les migrants et donc... d'habitude on est au chaud sur notre canapé ou dans notre salon et là on a les frissons et on sent que tout bascule. Donc c'est ça qui m'a attiré, mais surtout on a vraiment parlé de l'histoire, de l'ensemble, mais c'est un petit peu comme dans les romans de Caril, la porte d'entrée et ce qui est vraiment attachant, c'est les personnages. Et tout est assez sombre, obscur, désespéré. Il y a des personnages terribles, mais les personnages qu'on va suivre, c'est quand même les lumières dans le récit. Et c'est ça qui fait que c'est pas feel good, mais on suit de la lumière. Et donc les personnages, j'ai essayé de les rendre incarnés, attachants. Et comme on va les suivre sur 3 tomes, pour moi, c'était ça la porte de rentrée dans le récit et en général dans les histoires que je fais avec Caril. C'est quand même les personnages. Mais de toute façon, c'est important d'avoir cette lueur d'espoir, parce que sinon, c'est juste hyper déprimant à la lecture. Ouais, complètement. Mais on le voit, la couverture, elle est absolument magnifique. Et on voit en fait elle est déjà le personnage, il est hyper incarné, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est sublime, cette couverture. Il est entre la peur, l'angoisse et il cherche un espoir quelque part. Enfin, je trouve qu'on est déjà projeté dans la psychologie du personnage, quoi. Comment tu l'as travaillé? Comment vous l'avez imaginé? C'est des flashs un peu que j'ai eu, mais c'est une grande peinture à l'huile. En fait, c'est une peinture à l'huile qui fait 1 mètre de haut. Donc elle existe physiquement. C'est vrai que d'habitude, les couvertures, maintenant on les fait en numérique, mais j'aime bien ce support traditionnel. Et puis comme ça, quand il y a des expositions, on peut voir une vraie toile. J'aime bien. C'est de l'anti-IA, de l'anti-intelligence artificielle. C'est fait à la main. C'est super important de le préciser. En plus, tous les spectateurs, je pense, qui me regardent au quotidien sont plutôt anti-intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une très belle couverture, un très beau travail qui met vraiment en avant l'œuvre. On a commencé un petit peu à aborder le sujet aussi tout à l'heure dans le contexte politique actuel. Tu en parlais.
et partout dans le monde, même la remise en question de l'immigration, avec t'es expatrié si t'es blanc, t'es immigré si t'es noir, enfin pour la faire courte quoi. Ça se fait souvent accompagné de racisme. Et est-ce que le fait d'avoir mis en scène des personnages qui sont blancs, qui sont non racisés, ça permet selon vous une plus grande possibilité d'identification en montrant que enfin, ça peut affecter chacun d'entre nous, peut-être pour générer de l'empathie. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Ah ben c'est exactement ça. En fait, je ne vais pas paraphraser ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment ça. Et alors en Islande, les personnages sont tous blancs. Parce qu'en Islande, il n'y a pas beaucoup, on est allé, on n'a pas vu beaucoup de beaucoup de blonds aux yeux bleus aussi. De couleurs, voilà. Non, pas forcément blonds aux yeux bleus. Il y a des, pas nécessairement. Je m'attendais, au cliché. C'est vrai ? Non. Mais il y a des Inuits qui sont passés par là aussi. Ouais. Donc toi, Björk, c'est une petite indienne en fait. Enfin, une façon de parler, hein, mais. Ouais. Mais blanc, oui, blanc généralement, mais pas plus que ça de blond aux yeux bleus. Ouais, un peu moins que le cliché. Mais par contre, comme ils sont tous blancs, mais il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont pas racistes. Enfin, tous les personnages qu'il y a en Islande, ils sont comme les humains en fait. Il y en a qui essayent de défendre un petit peu cette cause perdue. Il y en a qui disent mais on peut pas les laisser comme ça. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui. Non, heureusement en fait. Heureusement parce que pareil, sinon on n'aurait plus aucun espoir, je pense. Mais je trouve que c'est bien ce sujet. Je me suis dit mais ça, à la lecture, tu peux enfin te projeter et te dire voilà ce que c'est en fait, voilà ce qu'ils vivent et voilà les conditions. Donc j'ai trouvé ça important. Et je me demandais si justement la bande dessinée, est-ce que c'est un bon moyen pour s'engager politiquement, pour faire passer des valeurs ? Moi je trouve qu'en général, que ce soit dans les romans, dans la BD ou le cinéma, ce qu'on veut, on veut quand même du spectacle, on veut qu'il y ait des choses, s'identifier à des personnages, etc. Mais en fait, tout ce qui est politique, il faut que ça passe derrière, en fait. Que ce ne soit pas le sujet le premier, mais que je pense qu'en lisant Islander, le lecteur ou l'actrice, t'es pris à partie. En fait, et tu dis, moi je suis plutôt comme ça, moi je pense un peu ça, mais ça aussi. En fait, ça fait réfléchir sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ce qui compte, c'est quand même de tourner les pages et de dire, putain, c'est beau, je suis pris par l'histoire. Bien sûr. Et comme tu le disais, les planches qui sont magnifiques, il y a des planches qui sont très détaillées, qui fourmillent vraiment de détails, surtout qu'on parle d'énormes vagues d'immigration, donc forcément il y a beaucoup de personnes, des centaines de personnes, ça devait être un travail mais monstrueux. Oui, c'est vrai que ça, c'était la partie difficile de gérer les foules, de dessiner des foules, de les faire ressentir et de les dessiner, de les composer, parce que en fait, une foule, c'est informe, c'est une multitude de personnages, mais quand on les dessine, il faut leur donner une forme et les composer, leur donner une dynamique. Et voilà, donc là, c'est des questions de dessin et de dessinateur. Mais c'est vrai que comme il y en a beaucoup dès le début du récit et qu'on commence par de l'action, il faut que ce soit tout de suite crédible et que le lecteur soit immergé dans les images, dans la narration. Et c'est vrai que c'est pas typique d'avoir une grosse histoire qui commence tout de suite par de l'action. Généralement, il y a une mise en place et puis petit à petit. Donc là on n'a pas le temps, quoi. On y va. Ouais, donc c'est vrai qu'on alterne avec, il y a même des nombreuses doubles pages, des très grandes cases avec des zooms sur des visages. Et puis après, ça s'éloigne. Et là, on a plus une vue d'ensemble. Et tu joues avec ça, du coup. Ouais. C'est ce que toi, tu t'attendais à ça, ou il y avait peut-être des propositions de toi, Corentin, auxquelles tu t'attendais pas, Carrie ? La chance qu'on a eue, c'est que l'éditeur nous fait une pagination libre. On est libre de faire un film de 2 heures ou de 3 heures. Vous pouvez rajouter une planche, en enlever une. Ouais, ou 20. Et donc, comme l'Islande, c'est aussi un des personnages centraux de l'histoire et qu'on va y être pendant les 3 albums, les grandes vues plongent le lecteur. Et puis, il n'y a pas eu tellement de BD sur l'Islande. Donc, c'était important de faire voyager le lecteur, simplement. Donc, ces grandes images, ces grands plans, ça le fait décoller. Ouais, qu'on était en Islande ou pas, je pense qu'on y est, quoi. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette interview et je me demandais quels sont vos projets pour la suite, Caril Ferré. Alors bon, ce qui est bien, c'est que j'ai Corentin sous ma coupe pendant encore au moins 3 ans, parce qu'il y a quand même deux gros tomes qui arrivent à la suite. Mais oui, bien sûr, parce que là, on est... Moi je suis occupé. Oui, c'est clair. Moi, je ne l'ai pas précisé, tu l'as précisé tout à l'heure, mais c'est le tome 1
Et c'est une histoire qui se déroulera en 3 tomes en tout. Voilà, donc une trilogie. Ouais. Pardon. Donc oui, donc Donc, vous tout est travaillez écrit, encore sur ça. ouais, Tout est tout est écrit, tout est dialogué, etc. Mais quand Corentin, il commençait le tome 2, normalement, comme pour le tome 1, on s'est dit, bon, c'est 120 pages en gros, quoi. Puis en fait, ça fait 155, parce que quand il reprend le dessin, il me dit, ah bah tiens, là, il manque une case, là, ce serait bien que tu développes un peu cette scène et tout. Donc c'est un work in progress aussi pendant tout le temps d'écriture, et ça, je trouve ça super, parce que moi, je suis toujours concerné, en tout cas, quoi. En fait, on a besoin en plus de recul. C'est un travail de ping-pong entre vous deux. De toute façon, vous êtes tous les deux auteurs, en fait. Donc, Complètement. Voilà, c'est ça, c'est important de le préciser aussi. Donc toi, Corentin, bon, bah, là, t'es sous sa coupe. Hein. Moi, je suis dans la prison sur la plage pour encore 4 ans. Courage. Courage. Merci à tous les deux. Merci à vous. C'est tout bon, ouais, j'ai pas besoin de... Très bien. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette Merci. entrevue. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de festival à vous et à toi j'espère aussi. à bientôt. Bon courage. Merci.